Un projecteur s'allume. Sur scène, une silhouette apparaît, drapée d'une robe scintillante, auréolée d'une chevelure flamboyante et d'un sourire qui semblait pouvoir apaiser toutes les douleurs. Elle s'appelle Dalida. Pendant 3 décennies, elle était la voix de la passion, de l'amour, du désespoir et de la joie. Elle a fait chanter la France entière, et bien au-delà, en italien, en arabe, en anglais, en allemand. Un cosmopolitisme rare qui faisait d'elle une étoile sans frontières. On l'appelait la diva aux 100 millions de disques. Mais derrière ce visage solaire, il y avait un gouffre. Derrière chaque refrain léger, il y avait une cicatrice. Derrière chaque sourire offert au public, il y avait une larme versée dans le silence d'une chambre d'hôtel. Car si Dalida a fait danser des foules entières sur Bambino, Gigi Amoroso ou Parole Parole, sa vie privée fut une succession de drames, de pertes, d'amours impossibles et de morts brutales. Elle avait tout pour incarner la lumière. Pourtant, ce fut l'obscurité qui finit par l'emporter. Le 3 mai 1987, Dalida est retrouvée inanimée dans son appartement de Montmartre. Sur la table de chevet, un simple mot. La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. Quelques lignes qui résonnent encore aujourd'hui comme un cri, comme l'épitaphe d'une femme qui n'a jamais cessé de se débattre entre son personnage public et ses blessures intimes. Car c'est bien là, au cœur de cette contradiction, que réside le mystère Dalida. Comment une artiste adulée, une femme belle et puissante, une véritable icône de la chanson française, a-t-elle pu être consumée par tant de solitude ? Comment la lumière des projecteurs a-t-elle pu masquer à ce point les ténèbres qui la rongeaient ? Dalida, c'est l'histoire d'un paradoxe. Une femme qui semblait tout avoir, mais qui, derrière les apparences, a payé le prix le plus fort. Et si ses chansons continuent de vivre, si sa voix reste immortelle, son destin tragique pose une question universelle. Que vaut la gloire si elle conduit inexorablement à la destruction de soi ? Avant d'être Dalida, la diva lumineuse, elle fut d'abord Yolanda Cristina Gliotti. Elle naît le 17 janvier 1933 au Caire, dans le quartier populaire de Choubra. Ce détail est loin d'être anodin. Choubra était un monde en soi, un creuset bigarré où cohabitaient arabes, coptes, grecs, arméniens, juifs et italiens. La petite Yolanda grandit donc dans un environnement bruissant de langue, de musique et de culture. Dès ses premières années, elle fut baignée dans un cosmopolitisme qui allait marquer toute sa carrière future. Son père, Pietro, était premier violon à l'Opéra du Caire, un musicien italien venu chercher fortune en Égypte. Sa mère, Giuseppina, était une femme douce mais stricte, attentive à la réputation et à l'éducation de ses enfants. Dans ce foyer, la musique n'était pas seulement un art, c'était une respiration. Les soirs, l'appartement résonnait des exercices de violon du père et les enfants apprenaient très tôt à percevoir la discipline cachée derrière la beauté des notes. Mais derrière l'harmonie apparente, il y avait aussi la dureté de la vie. L'Égypte des années 1930 et 40 était un pays en mutation, secoué par des tensions politiques, par la Seconde Guerre mondiale et par la montée du nationalisme. Pietro, parce qu'italien, fut interné dans un camp pendant la guerre, soupçonné de lien avec le fascisme, un traumatisme immense pour la famille. Lorsque le père revint, marqué par la captivité, il devint sévère, autoritaire, parfois violent. Dalida en gardera des séquelles invisibles. Une peur du rejet, une tendance à chercher dans le regard des hommes une approbation constante, un désir dévorant de plaire à tout prix. Enfant, Yolanda n'était pas la plus belle, ni la plus sûre d'elle. Elle souffrait d'un strabisme qui nécessita plusieurs opérations, douloureuses et mal vécues. Ses camarades la raillaient, et cette petite blessure d'enfance allait nourrir une faille durable. Derrière la future femme fatale, il y aurait toujours cette petite fille fragile, persuadée qu'on pouvait la juger, l'écarter, la trouver pas assez bien. La scène plus tard deviendrait son refuge, son lieu de revanche. Mais avant la chanson, ce fut la beauté qui ouvrit les portes du destin. À l'adolescence, Yolanda se métamorphosa. Grande, élancée, ses traits se firent harmonieux. Elle se mit à attirer les regards. Elle décrocha en 1954 le titre de Miss Égypte, et ce fut le basculement. Ce couronnement la propulsa dans un monde nouveau, le cinéma. Elle tourna dans quelques films égyptiens, souvent cantonnés au rôle de jeune première charmante. Pourtant, elle savait déjà que son avenir ne serait pas là. C'est la France qui l'appelait. Paris, capitale des arts, du cinéma, de la chanson. Comme beaucoup de jeunes ambitieux de l'époque, elle comprit que l'Égypte ne pouvait lui offrir qu'une gloire limitée.
Alors, en 1954, à 21 ans, elle fit ses valises et s'envola vers l'Europe avec un mélange d'excitation et de peur. Elle laissait derrière elle sa famille, ses racines, le Caire de son enfance pour se jeter dans l'inconnu. À Paris, la vie fut rude. Elle n'était plus Miss Égypte, mais une étrangère parmi des milliers d'autres cherchant à se faire une place. Elle tenta le cinéma, mais ses rôles restèrent mineurs, anecdotiques. Pourtant, un soir, sa vie bascula à nouveau. Dans les cabarets parisiens, elle se mit à chanter. Sa voix, profonde, envoûtante, marquée d'accent méditerranéen, surprit. Elle avait cette capacité rare de mêler le soleil et les larmes, la chaleur et la douleur. Les directeurs artistiques remarquèrent cette étrangère à la voix singulière. Elle fut rebaptisée Dalida par son producteur Bruno Cocatrix, patron de l'Olympia. Le nom sonnait exotique, mystérieux, universel. Et très vite, les premiers succès arrivèrent. Son interprétation de Bambino, en 1956, fut un véritable raz-de-marée. Plus d'1 million d'exemplaires vendus, un record à l'époque. En un instant, la jeune Égyptienne devint la nouvelle idole de la chanson française. Mais derrière l'ascension fulgurante, il y avait encore cette faille intime, le besoin insatiable d'amour et de reconnaissance, forgé dans les blessures d'enfance. Dalida portait en elle la lumière et l'ombre, héritée de son père, de son enfance cabossée, et de cette lutte pour exister aux yeux des autres. C'est ce mélange de fragilité et de charisme, de force et de fêlure, qui allait séduire des millions de spectateurs. Ainsi commença la métamorphose d'Yolanda en Dalida, une enfant marquée par les cicatrices de la guerre et du rejet, devenue une icône qui allait bientôt incarner la gloire et la douleur à parts égales. L'ascension de Dalida fut fulgurante, presque irréelle. En 1956, quand Bambino explose dans les hit-parades, la France découvre cette jeune femme à l'accent exotique, au sourire éblouissant et à la voix chaude. Dans les cabarets et à la radio, la chanson résonne sans cesse. Les adolescents la fredonnent dans les rues, les familles l'écoutent autour du poste. On assiste alors à un phénomène inédit. Dalida ne se contente pas d'être une chanteuse, elle devient un symbole de légèreté et d'évasion, dans une France d'après-guerre encore marquée par les privations et les blessures du passé. Son succès ne s'arrête pas là. En 1957, elle remporte le prestigieux Grand Prix de l'Académie du disque français. Elle enchaîne les tubes, Dondolier comme et Prima, Le jour où la pluie viendra. Chaque chanson devient un événement. Les maisons de disques se disputent ses enregistrements, la presse la suit pas à pas, les photographes se battent pour la capturer en robe de soirée, cigarette à la main, silhouette glamour des cabarets parisiens. Mais ce qui distingue Dalida de ses contemporaines, c'est sa capacité à s'internationaliser. Tandis que beaucoup d'artistes français restent cantonnés à l'Hexagone, elle chante en italien, en espagnol, en allemand, en arabe, en anglais. Son accent devient une force, une signature. On l'écoute au Caire comme à Rome, à Beyrouth comme à Montréal. Très vite, elle devient l'ambassadrice d'une chanson française qui rayonne bien au-delà de ses frontières. Dans un monde qui commence à s'ouvrir aux échanges culturels, elle incarne cette modernité cosmopolite. L'Olympia, temple de la chanson, devient sa maison. Dalida y triomphe à plusieurs reprises, se produisant devant des salles combles. Son producteur, Bruno Cocatrix, comprend qu'elle n'est pas qu'une étoile passagère. Elle est une figure appelée à durer. En 1961, elle est la première chanteuse à recevoir un disque d'or pour ses ventes exceptionnelles. Une consécration qui assoit définitivement son statut. Mais cette gloire a un prix. Les années 1960 la voient s'immerger totalement dans son personnage public. Toujours impeccable, toujours radieuse, Dalida s'impose une discipline de fer. Les interviews, les galas, les voyages, les concerts, sa vie devient une succession d'apparitions millimétrées. Elle incarne la perfection. Mais derrière ce masque, les failles demeurent. Déjà dans les coulisses, elle souffre d'insomnie, de doute, de solitude. Car être Dalida, c'est ne jamais pouvoir être Yolanda. Les années 1970 marquent un tournant artistique. Dalida comprend qu'il faut évoluer avec le temps. Elle s'essaie au disco, au funk, au répertoire plus engagé. Son interprétation de Parole-Parole en 1973, en duo avec Alain Delon, devient un moment culte. La voix grave et détachée de Delon, répondant à ses intonations sensuelles, fascine le public.
Quelques années plus tard, Gigi Lamoroso triomphe dans toute l'Europe, confirmant son statut d'icône transgénérationnelle. À travers ses chansons, Dalida devient plus qu'une simple chanteuse. Elle incarne l'évolution de la société. Ses robes spectaculaires, ses coiffures, ses gestuels étudiés influencent des générations de femmes. Elle n'est pas seulement écoutée, elle est admirée, imitée, scrutée. En Italie, en Égypte, au Liban, elle est une héroïne. En France, elle devient incontournable au point qu'aucune émission de variété ou gala prestigieux ne se conçoit sans sa présence. Mais plus la lumière brille, plus l'ombre grandit. Car si Dalida triomphe sur scène, sa vie privée vacille. L'amour, ce moteur essentiel, devient un terrain miné. En 1967, le suicide de Luigi Tenco, son compagnon, qu'elle découvre après une nuit de festival à San Remo, la plonge dans un désespoir abyssal. Quelques semaines plus tard, elle tente elle-même de mettre fin à ses jours. Si elle survit, ce traumatisme laisse une cicatrice indélébile. Dalida revient sur scène, mais ses chansons se teintent d'une gravité nouvelle. Derrière les refrains joyeux, une mélancolie perce. Et pourtant, malgré ses blessures, son étoile ne faiblit pas. Au contraire, ses drames alimentent son aura. Le public, loin de s'en détourner, se sent plus proche d'elle. Elle devient la chanteuse qui vit ce qu'elle chante, la femme qui, derrière les paillettes, partage les douleurs universelles de l'amour perdu, de la solitude, de la fragilité humaine. Dans les années 1980, Dalida est à l'apogée de sa carrière. Elle remplit encore les salles, ses disques continuent de se vendre par millions, elle est célébrée partout. Mais déjà, on devine qu'une tempête intérieure gronde. Car plus elle accumule les triomphes, plus elle se sent prisonnière de son image. Dalida n'est plus une femme, elle est une icône. Et les icônes, on ne leur pardonne pas la faiblesse. Ainsi, son ascension, commencée dans les cabarets parisiens, l'a propulsée au sommet d'une gloire planétaire. Mais cette gloire, derrière son éclat doré, porte en elle les germes de sa chute. Car à force de donner au public toute sa lumière, Dalida s'est peu à peu consumée, dans l'ombre de ses propres blessures. La gloire avait transformé Dalida en une légende vivante. Mais derrière les robes scintillantes, derrière les refrains repris par des foules entières, une douleur sourde rongeait la femme. Le public voyait une déesse, intouchable, sublime. Mais Yolanda, derrière le nom de Dalida, restait une femme vulnérable, marquée par une suite de drames sentimentaux qui allaient peu à peu l'anéantir. Le premier coup de tonnerre retentit en 1967. Elle était alors au sommet, célébrée dans toute l'Europe. Luigi Tenco, jeune chanteur italien dont elle était amoureuse, participa au festival de San Remo avec une chanson jugée trop moderne. La soirée fut un désastre. Le jury rejeta sa performance. Humilié, brisé, Luigi se tira une balle dans la tête dans sa chambre d'hôtel. C'est Dalida qui le découvrit. La scène la entra à jamais, le corps inanimé, l'odeur de poudre, le silence pesant. Quelques jours plus tard, incapable de supporter ce choc, elle tenta à son tour de mettre fin à ses jours. Sauvée in extremis, elle revint à la vie, mais ne fut plus jamais la même. Sa voix portera désormais cette gravité, ce timbre unique où se mêlaient la lumière et l'ombre. Mais le destin ne lui épargna rien. Quelques années plus tard, elle retrouva un semblant de stabilité auprès de Lucien Maurice, directeur de la radio Europe 1 et homme puissant de la scène médiatique française. Il l'avait lancée, il croyait en elle, il l'épousa en 1961. Pourtant, leur union fut brève. Dalida, assoiffée de liberté, s'éloigna. Peu après leur séparation, Lucien se donna la mort, d'une balle dans la poitrine. Encore une fois, un homme qu'elle avait aimé disparut tragiquement, laissant derrière lui une plaie béante. Comme si une malédiction planait sur ses amours, un autre drame survint. Dans les années 1980, elle partagea sa vie avec Richard Chanfray, connu sous le nom d'homme moderne, se présentant comme le comte de Saint-Germain.
Figure fantasque et sulfureuse. Leur relation fut tumultueuse, passionnée, marquée par les excès. En 1983, il se suicida à son tour, asphyxié dans sa voiture. Dalida, encore une fois, se retrouvait seule, entourée de fantômes. Ces pertes successives forgèrent autour d'elle une aura tragique. Le public voyait en elle non seulement une chanteuse, mais aussi une héroïne de tragédie. Chaque apparition publique devenait un acte de courage, chaque chanson une confession. Elle chanta « Il venait d'avoir 18 ans », ode à un amour interdit, ou encore « Je suis malade », reprenant les mots de Serge Lama avec une intensité telle qu'on croyait entendre son propre cri. Dalida ne jouait pas, elle vivait ses chansons, elle saignait à travers elles. À cela s'ajoutait une autre épreuve, plus intime, plus douloureuse encore, sa stérilité. Après une opération dans les années 1960, Dalida apprit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Pour une femme qui rêvait de transmettre, qui cherchait sans cesse l'amour et la filiation, ce fut un coup terrible. Elle compensa en se donnant corps et âme à son public. Mais dans le secret de ses nuits, cette impossibilité la rongeait. Elle regardait les autres femmes fonder une famille, et elle, malgré la gloire, n'avait que le vide. Ses insomnies devinrent chroniques. Pour tenir, elle avalait des somnifères, des calmants. Sur scène, elle irradiait. Dans l'ombre, elle se détruisait. Le poids de son personnage public l'écrasait, toujours belle, toujours forte, toujours impeccable. Or Dalida était fatiguée. Fatiguée de sourire quand elle voulait pleurer. Fatiguée de chanter l'amour quand la mort l'entourait. Fatiguée de porter ce masque de diva qui ne la protégeait plus de ses démons. Les années 1980 la virent glisser doucement vers une mélancolie plus profonde. Malgré ses succès, malgré ses triomphes, elle se sentait seule. Les hommes de sa vie n'étaient plus là. Sa mère vieillissait. Ses amis ne pouvaient combler le vide. Elle se confiait à certains proches. « La vie m'a trop donné, mais elle m'a tout repris ». Une phrase qui résonne comme un aveu. Dans ses chansons de cette période, le message devenait de plus en plus clair. Mourir sur scène, interprété avec une intensité bouleversante, sonnait comme un testament. Elle y chantait son désir de partir devant le public, comme pour dire qu'il n'y aurait jamais de Dalida sans la scène. Mais derrière ce vœu poétique, il y avait un appel au secours. Peu de gens prirent la mesure de ce qu'elle disait vraiment. Ainsi, derrière les paillettes et les projecteurs, Dalida s'enfonçait dans une spirale sombre. La femme adulée, célébrée sur tous les continents, ne trouvait plus d'ancrage dans sa vie personnelle. Son besoin d'amour se heurtait sans cesse à l'abandon, à la mort, à l'impossible. Et plus les foules l'applaudissaient, plus elle se sentait vide. Comme si la gloire, loin de la sauver, avait accentué la solitude. Le déclin n'était pas celui de sa carrière, car sa carrière brillait encore, mais celui de son être. Lentement, inexorablement, Dalida s'approchait de ce point de rupture où le poids du passé, les fantômes des amours disparus et le bardeau de son image allaient converger vers l'irréparable. Le 2 mai 1987, Paris baignait dans un printemps doux et lumineux. Les terrasses étaient pleines, Montmartre vibrait de ses couleurs bohèmes. Mais derrière les murs de la villa de la rue d'Orchant, Dalida préparait son dernier acte. Elle avait passé la journée entourée d'amis, comme souvent, affichant ce sourire qui trompait encore ceux qui ne savaient pas lire dans ses silences. Pourtant, elle avait déjà tout décidé. Depuis des mois, ses proches avaient senti une lassitude plus lourde, une fatigue qu'aucun succès ne pouvait dissiper. Dalida ne voulait plus jouer. Elle voulait s'effacer. Dans la nuit, elle prit ses somnifères habituels, mais cette fois dans une quantité délibérée, irréversible. Sur sa table de chevet, elle laissa un simple mot, écrit d'une main tremblée mais ferme. « La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. » Quelques mots, pas davantage. Une confession brève, sèche, définitive. À travers ce billet, c'était tout un cri de désespoir, tout un bilan de vie. Une existence comblée par la gloire, mais vidée par la solitude. Le lendemain matin, le monde bascula. Le 3 mai 1987, la nouvelle se répandit comme une onde de choc. Dalida s'était donné la mort. La France entière se réveilla orpheline de l'une de ses plus grandes voix. Les radios interrompirent leur programme pour diffuser ses chansons.
À l'Olympia, des fans en pleurs déposaient des fleurs. Dans les journaux, les unes s'entrechoquaient. Dalida n'est plus, la diva s'est tue, adieu à la reine de la chanson. L'incompréhension dominait. Comment une femme qui avait tout pouvait-elle choisir de tout quitter? Les obsèques furent à la mesure de sa légende. À l'église de Montmartre, des centaines de personnalités se pressèrent, tandis qu'une foule immense se massait dehors. Des cris, des sanglots, des applaudissements accompagnaient son cercueil. On l'enterra au cimetière de Montmartre sous un monument érigé à son effigie. Une statue grandeur nature, la représentant telle qu'elle apparaissait sur scène, souriante, vêtue d'une robe de lumière. Comme si même dans la mort, Dalida restait une étoile figée dans l'éclat des projecteurs. Mais au-delà du deuil public, ce suicide révélait un paradoxe glaçant. Dalida n'était pas une star déchue, oubliée par son public. Elle triomphait encore, remplissait les salles, vendait des disques, influençait des générations. Contrairement à tant d'artistes disparus dans l'oubli, elle avait encore tout. Mais ce tout n'était plus suffisant. Le vide intérieur, accumulé au fil des années, des pertes, des nuits blanches et des sourires forcés, avait englouti tout le reste. Sa mort résonnait comme une mise en scène tragique, un dernier acte parfaitement orchestré. Comme si elle avait choisi sa sortie avec la même précision que ses apparitions publiques. Dalida avait chanté « Mourir sur scène », clamant qu'elle voulait partir sous les feux des projecteurs. Elle ne mourut pas devant son public, mais dans son appartement de Montmartre, comme une actrice choisissant son dernier plan. Et d'une certaine manière, elle réussit. Sa disparition ne fut pas une fin banale, mais un événement marquant, une tragédie qui ajouta une aura supplémentaire à sa légende. Ce geste ultime porta en lui une ambivalence cruelle. Pour ses admirateurs, il fut un choc, une blessure irréparable. Pour d'autres, il confirma l'image d'une femme prisonnière de sa fragilité, incapable de se libérer de ses fantômes. Mais pour tous, il transforma Dalida en mythe. Elle rejoignait la lignée de ces icônes fauchées par la fatalité. Piaf, Marilyn, Billie Holiday. Ces femmes qui, derrière les paillettes, portaient des blessures que la gloire ne pouvait panser. Les témoignages de ses proches révélèrent après coup la profondeur de sa détresse. Elle avait confié à plusieurs amis qu'elle ne supportait plus la solitude, qu'elle se sentait inutile en dehors de la scène. Certains avaient tenté de la rassurer, de la retenir. Mais Dalida, en réalité, avait depuis longtemps arrêté de lutter. Ses chansons de la fin le disaient clairement, mais peu les avaient entendues pour ce qu'elles étaient, des adieux voilés. Dans les semaines qui suivirent, Paris se couvrit d'affiches, de disques, d'hommages. Les fans organisaient des veillées. Les radios passaient ses plus grands succès. Dalida était partout, paradoxalement plus vivante que jamais dans la mémoire collective. Son suicide, loin de l'effacer, l'aggrava dans la pierre de l'éternité. La femme fragile s'était éteinte, mais la légende commençait. Ainsi, le 3 mai 1987 marqua le climax de son destin. L'instant où l'icône et la femme se confondirent, où l'éclat de la scène se mêla à l'ombre d'une chambre close. Une fin à la fois intime et universelle. Une tragédie qui interroge encore. Comment la gloire, qui semblait tout donner, peut-elle à ce point dévorer l'âme de ceux qui la portent? Après sa mort, Dalida n'a jamais quitté la mémoire collective. Sa voix continue de résonner, ses chansons traversent les générations, et son visage illumine encore les murs de Montmartre, où sa statue veille sur elle comme une sentinelle figée dans l'éternité. Plus qu'une chanteuse, elle est devenue un mythe, une figure intemporelle où s'entrelacent la lumière de la gloire et l'ombre de la tragédie. Chaque décennie redécouvre Dalida. Ses disques se vendent encore par millions. Ses clips sont visionnés par de nouvelles générations sur les plateformes numériques. Son accent chantant, ses mélodies venues d'ailleurs, continuent de fasciner. Elle reste unique dans le paysage musical français. Une femme cosmopolite, ayant chanté dans plus de 10 langues, qui fit rayonner la chanson française sur toute la Méditerranée et bien au-delà. Mais son héritage ne se limite pas à la musique. Dalida est devenue un symbole de résilience et de fragilité mêlée. Son histoire rappelle que derrière chaque star se cache un être humain, souvent déchiré entre la quête d'amour et le poids des attentes. Elle incarne ce paradoxe douloureux, avoir tout, mais se sentir vide.
Dans une époque obsédée par l'image et la perfection, son destin résonne comme un avertissement. La gloire n'est pas un remède aux blessures intimes. Aujourd'hui encore, son nom suscite l'émotion. Des documentaires, des films, des hommages perpétuent sa mémoire. Sa maison de Montmartre est devenue un lieu de pèlerinage. Et ses chansons, qu'elles soient joyeuses ou tragiques, continuent d'accompagner les moments de vie de millions de gens. Dalida n'est pas seulement une artiste disparue, elle est une présence, une aura, une étoile qui refuse de s'éteindre. En définitive, Dalida a légué plus qu'un répertoire. Elle a laissé une énigme, une question universelle. Comment concilier l'éclat public et la douleur privée ? Sa vie, entre triomphes et abîmes, rappelle que la gloire a un envers, souvent cruel, toujours humain. Et peut-être est-ce cela le véritable héritage de Dalida, nous forcer à regarder au-delà des projecteurs pour comprendre qu'au fond de chaque icône, il y a une femme ou un homme qui cherche simplement à être aimé.